Merci. Donc, je vais vous parler du Tchad, un pays qui est surtout connu pour ses rébellions, ses guerres, plus que pour ses mouvements sociaux et ses mobilisations de rue. Et il m'a semblé important de voir comment l'intérêt que l'on pouvait avoir pour ces rébellions avait longtemps occulté des luttes sociales et politiques qui ont toujours existé, qui ont existé depuis la période coloniale. Enfin, ça, j'aurais pas le temps ici de revenir sur la période coloniale, sur les mobilisations contre le recrutement forcé, la conscription, l'impôt et les répressions. Mais on a une histoire très très longue de mobilisation sociale et politique au Tchad. Alors, comme j'ai quand même travaillé sur les rébellions, je vais vous parler des mobilisations sociales et politiques non armées, mais en lien avec les mobilisations armées. Alors, plus précisément, la question qui m'intéresse est comment est-on passé à un moment de l'histoire du Tchad de mobilisation sociale et politique, de révolte paysanne, à des rébellions factionnelles et à une guerre civile entre 79 et 82. Alors, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire du Frolina, du Front de libération nationale du Tchad, ce serait beaucoup trop long, ce n'est pas du tout le propos. Je veux juste vous montrer comment trois grands éléments ont fait basculer ce qui était des révoltes paysannes en rébellion et en guerre civile. Donc des révoltes paysannes, ce n'étaient pas exactement des politiques de la rue, c'est des politiques du champ, des politiques du ferrique, des politiques vraiment en zone rurale. Et on a eu donc dans les années 1960 ces premières révoltes dans le centre, puis dans l'est, puis un peu plus tard dans le nord du pays. Alors que s'est-il passé? Premièrement, des cadres politiques ont tenté de fédérer ces révoltes locales et ont lancé un mouvement rebelle, qui a été le Frolinax, ensuite scindé en plusieurs factions. Deuxièmement, deuxième élément extrêmement important, toutes ces révoltes ont été réprimées, ont été violemment réprimées par l'État dans les années 60 et 70. Et cette répression politique a poussé de nombreux jeunes et moins jeunes à prendre les armes et à se résigner à la lutte armée. Donc j'ai fait travail assez long au Tchad auprès des anciens combattants, et il apparaît très clairement quand on discute avec eux que la plupart n'ont pas choisi d'entrer dans le métier des armes, mais s'y sont résignés, parce que très souvent, fuir la légalité et partir dans le maquis était une question de survie. Et le troisième élément qui explique comment on est passé de révolte paysanne à une guerre meurtrière, c'est l'engagement des pays de la région et de la France. L'armée française intervient au Tchad dès 1968 pour soutenir le président Tombalbaye, puis ce sera le président Malloum, après le renversement de Tombalbaye par Malloum. L'armée française est vraiment déployée aux côtés de l'armée tchadienne, elle intervient dans les combats, elle participe à la destruction par exemple des palmeraies dans le nord du pays, donc elle est véritablement engagée. Et face à l'armée tchadienne, il y a les armées de la région, enfin les pays de la région, notamment le Soudan, mais surtout la Libye de Kadhafi, qui vont financer et armer les rébellions. Et on va se retrouver à la fin des années 1970 dans un basculement où l'économie du nord du pays est largement détruite et où il est de plus en plus difficile de vivre, mais où l'engagement dans la rébellion peut devenir une façon non seulement de survivre dans un contexte politique très compliqué, mais aussi de vivre au sens de gagner sa vie. Alors pourquoi je reviens sur cette histoire déjà ancienne? Parce que je pense que ça montre toute l'importance d'avoir un espace de lutte sociale et politique, et ça montre aussi que la militarisation des luttes sociales et politiques au Tchad n'était pas inévitable. Et je pense que c'est à la fois quelque chose d'assez évident, mais qui est important à retenir aussi pour analyser la période contemporaine. Alors là, comme j'ai très peu de temps, je vais vous demander de m'autoriser à faire une ellipse, une grosse ellipse de temps que vous n'êtes peut-être pas censé faire, mais qui nous permettra de garder à peu près le timing. Donc on va passer à aujourd'hui et aux mobilisations contemporaines au Tchad. Alors évidemment, depuis 1990, les choses ont quand même beaucoup changé. On a l'ouverture d'un espace de mobilisation, on a l'autorisation des partis d'opposition, des syndicats, des organisations qui se revendiquent de la société civile. Et ces mobilisations sont toujours restées importantes depuis 1990, en dépit des politiques de cooptation et de répression par le gouvernement et par Idriss Déby. Alors, la répression au Tchad, elle a pu passer par des disparitions forcées, mais aussi par des méthodes plus insidieuses, comme par exemple l'emprisonnement. Et Nadjo Kaina, qui devait être là cet après-midi et qui n'a pas pu être là, a fait partie d'un groupe de 4 activistes
qui a été emprisonné au moment des mobilisations autour de la réélection d'Idriss Déby en avril 2016. Et donc, ces mobilisations, depuis les années 1990, sont restées assez importantes au Tchad en dépit d'un contexte très difficile et en dépit aussi de mobilisations armées qui se sont poursuivies. Et on a à la fois, depuis 1990, des mobilisations sociales et politiques des syndicats, des plateformes de mobilisation qui se revendiquent de la société civile, à côté de partis d'opposition qui peinent aussi à exister sur la scène politique dans un contexte où ils sont aussi entre la répression et la cooptation. Et il y a aussi cette scène insurrectionnelle, ces mouvements connus comme des mouvements politico-militaires. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a finalement, depuis 1990, assez peu de passages de la lutte syndicale à la lutte armée. Alors, il y a un cas très connu d'un leader syndical qui est passé, qui a fini par abandonner la lutte syndicale pour la lutte armée, mais finalement, il y a assez peu de parcours de ce type, et ceux qui ont plutôt rejoint la rébellion étaient des anciens du gouvernement et des anciens proches de la présidence. Et donc, ce n'est pas du tout les mêmes milieux qui vont se mobiliser dans la rue dans ces mouvements sociaux et ceux qui vont se mobiliser dans la rébellion. Alors, les mobilisations ont pris de l'ampleur depuis 2015. Ces mobilisations ont concerné l'impunité, notamment le coût genré de l'impunité après le viol d'une lycéenne par un fils de ministre et des fils de généraux, donc des fils de très proches du pouvoir. Et pour la première fois en 2015, la question des violences sexuelles et du coût des impunités masculines pour les jeunes filles a été portée dans la rue. C'était la première fois dans l'histoire du pays. Il y a aussi des mobilisations autour de la réélection d'Idriss Déby et aujourd'hui des mobilisations extrêmement importantes contre les mesures d'austérité qui sont imposées par le gouvernement, des mesures d'austérité qui sont évidemment considérées comme inacceptables par une population qui n'a pas bénéficié de l'or noir de cette manne pétrolière depuis 2003. En 2 minutes. Alors, pourquoi je vous racontais cette histoire de la guerre qui est finalement née de révoltes paysannes? Parce que je pense qu'on a intérêt à se souvenir aujourd'hui qu'avoir un espace de mobilisation sociale et politique non armé, c'est évidemment quelque chose de très important. Et pourtant, ces mobilisations de rue, ces mobilisations syndicales, ces mobilisations des associations de défense des droits humains, de toutes ces plateformes militantes sont considérées avec méfiance et avec mépris. À la fois avec méfiance et avec mépris. Avec méfiance parce qu'on va considérer au Tchad que ces mobilisations peuvent menacer la présidence. Donc évidemment, pour les autorités en place, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Mais il y a aussi un regard des acteurs internationaux, et notamment des principaux alliés d'Idriss Déby, c'est-à-dire de la France et des États-Unis, un regard sur ces mobilisations comme une menace pour la stabilité du pays. Ce qui est doublement un problème, et ça, je n'aurai pas le temps d'entrer dans toutes ces questions-là, mais c'est un problème parce que c'est une politique qui ne marche pas, et ça, je n'aurai pas le temps d'expliquer. Deuxièmement, c'est un problème parce que c'est une politique qu'on peut aussi considérer comme illégitime, mais surtout, ça montre bien l'impossibilité pour les acteurs internationaux qui jouent un rôle extrêmement important au Tchad et plus encore que dans beaucoup d'autres pays de la région, l'incapacité à considérer qu'il est possible d'avoir autre chose qu'un statu quo et considérer que la stabilité du pays et donc ce statu quo sont le seul horizon d'attente possible, c'est aussi fermer l'espace du politique et c'est perdre ce qui est peut-être une opportunité importante pour le Tchad. Dernière chose, je parlais aussi de mépris, et ça, je pense que c'est absolument pas propre à la façon dont sont considérés les militants et militantes en Afrique. Il y a un des termes qui est fréquemment employé,
et qui me fait bondir à chaque fois, qui est le terme grogne sociale. Un jour, on m'a invité à une émission sur RFI pour parler de la grogne sociale au Tchad. Alors j'ai dit, je ne sais pas, peut-être qu'on va parler des mobilisations sociales, des luttes sociales et politiques, peut-être ce serait plus approprié. Mais ce terme grogne sociale, il n'est pas simplement utilisé pour désigner les mobilisations sur le continent, il est aussi utilisé parfois pour désigner les mobilisations ici en France. Et heureusement, et je pense que aujourd'hui et demain, on peut le constater, les militants ne grognent pas, ils parlent, ils écrivent et ils produisent des analyses, et des analyses souvent passionnantes.